Bienvenue pour cette émission spéciale consacrée à l'organisation ADAC Europe. Aujourd'hui, nous recevons deux acteurs engagés. Didier Renaud, vous êtes président de l'ADAC. Alain Fournier, vous êtes coprésident. Oui, oui, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les deux. Vous avez un bel événement le vendredi 22 mai à Paris. C'est important parce que c'est un événement qui va être un petit peu différent de ce qui se fait en ce moment. Il y a beaucoup de réunions sur l'Afrique, beaucoup, par des organisations diverses et même par des organisations d'État. Et en fait, nous nous apercevons que lors de ces réunions, l'on parle beaucoup, les gens font beaucoup d'entre-soi, se mettent en avant, et après, il ne se passe plus rien. Et surtout, il n'y a aucune retombée sur les pays qui sont représentés. Alors, quelques grosses entreprises tirent leur épingle du jeu, mais en ce qui concerne toute la société civile, les entreprises, les artisans, les PME, généralement, il n'y a pas de suite. Il y a quelques tentatives de fait qui se soldent toujours par des échecs. Et c'est ce à quoi nous voulons vraiment, nous voulons changer de paradigme, c'est-à-dire que nous voulons nous adresser aux gens qui font la vie là-bas. C'est-à-dire que quand nous disons l'Afrique développée par les Africains, pour les Africains, ça a un sens. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez des acteurs comme membres dans l'économie, institutionnelle et territoriaux. Quelle est sa mission fondamentale de cet événement qui va se passer le 22 mai? Alors, cet événement va réunir des gens de différentes professions, de différents pays, et l'objectif est que ces gens échangent et qu'il en sorte des contacts et un relationnel qui débouche sur des projets. Je crois qu'Alain va pouvoir en dire plus. Je vais effectivement compléter ce que dit Didier. Bonjour Alain. Bonjour. Cet événement a une particularité, c'est de choisir des thèmes qui peuvent déboucher sur des actions concrètes dans les pays et qui peuvent être dupliquées entre pays. C'est-à-dire que ce qui se passe dans un pays peut souvent en Afrique être dupliqué dans un autre pays. Alors on parle essentiellement, comme la DAC est dans l'Afrique centrale et francophone, on va rester en français. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer. Les projets, on a choisi des thèmes qui sont quand même porteurs pour ces pays. On a déjà choisi la santé, parce que la santé en Afrique, c'est pas simple à mettre en place. Et si on veut se faire soigner, il vaut mieux être prudent pour un Européen surtout. Le deuxième thème qu'on a retenu, qui est quand même un thème extrêmement important aussi, c'est l'agriculture responsable. Pourquoi? Parce qu'il faut nourrir l'Afrique. Je crois qu'il y a 30 ou 40% des Africains qui ne sont pas suffisamment nourris, qui posent des problèmes, bien entendu, connus. Et donc ça, c'est ce thème de l'agriculture qui fait sens par rapport à la santé, puisque c'est quand même deux thèmes très liés. Le troisième thème, c'est qu'on voudrait essayer effectivement de mener des actions concrètes. Et ces actions concrètes, vous avez des gens en Afrique qui produisent des choses qui ne savent pas distribuer, notamment en France. Donc là, on va essayer d'instaurer un système qui sera géré par eux pour faire ça. Et puis le dernier thème, enfin on a deux thèmes complémentaires. Il y en a un, c'est bien entendu sur des financements innovants, parce que la plupart des grands financements, quand on les écoute, ils parlent de milliards. Pour développer l'Afrique, il faut 10, 20 000 euros par projet. Et le dernier, c'est que finalement, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de forums, nous, on laisse une tribune libre aux gens qui voudront s'exprimer directement, soit sur leur projet, soit s'ils ont des choses intéressantes, dans le cadre des échanges qu'on va avoir. D'accord. Voilà. Faites-moi un petit rappel. Votre organisation, ADAC Europe, existe depuis quelle année? 2010.
Alors, 2000. la DAC, c'est une histoire à rallonge, parce que en fait, moi, je m'occupe des problématiques africaines dans différents domaines Mhm. depuis 1995, ce qui veut dire que je suis pas un perdreau de l'année quand même. Et bien sûr, quand il y a eu les événements au Congo, c'est-à-dire en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, en Mhm. 1997-1998. J'ai été très proche de ces événements pour différentes raisons. Et dès 1999, avec un des fondateurs de l'ATAC qui s'appelle Alain Bungu, nous sommes allés à Brazzaville et à Pointe-Noire pour voir ce que nous pouvions faire pour contribuer à cette après-guerre civile avec un pays qui était en ruine, hein, qui avait beaucoup souffert. Nous sommes restés en 2000, en 2001, et là, il y avait un vrai problème, c'est que les gens qui étaient arrivés au pouvoir bloquaient tout, on ne pouvait rien faire. Donc nous sommes passés de l'autre côté du fleuve, et là nous avons rencontré un certain nombre de gens, et c'est ce qui a été la naissance en fait des idées qui ont traversé la DAC. C'est-à-dire, D'accord. Quand vous dites il y a l'autre des côté du potentiels. fleuve, c'est Kinshasa. Hein. Ouais, ouais. Il y a des potentialités, il y a des gens fantastiques qui veulent faire quelque chose, mais on a, disons, une pseudo-élite, je vais appeler ça une pseudo-élite, qui bloque tout et qui essaye de tout s'accaparer. Donc, l'ADAC est née à Kinshasa en 2010, à la fois à Kinshasa et à Paris, et nous avons commencé notre travail. Alors, effectivement, moi j'ai une double casquette, puisque je fais partie aussi d'un groupement syndical patronal qui est la CPME. Hein. Donc ça me Ouais. permet aussi d'aller chercher dans les entreprises françaises les PME ou les ETI qui peuvent avoir une appétence et un intérêt à développer certaines choses. Alors ce n'est pas facile, hein, il faut bien le dire, certaines choses en Afrique. Surtout au niveau technique, parce qu'il faut bien dire une chose, et je crois qu'Alain partagera mon avis, on a des gens qui ont des idées, on a des gens qui ont des potentialités, mais la technicité est souvent absente, sauf à quelques exceptions près. Et j'ai un exemple très précis. Au Congo-Brazzaville, dans la plaine de la Sangha, nous avons une opération sur le cacao sur 20 hectares. Eh bien, il y a des problèmes parce que les problèmes de séchage, les problèmes de transformation, etc. Alors que le cacao est un cacao de haute qualité, puisque c'est un cacao de forêt totalement biologique et tout. Donc, la personne qui a cette entreprise, qui fait partie de la DAC, puisque c'est le secrétaire général de la DAC, eh bien, sera là le 22 mai. D'accord, super, merveilleux. Mais on sent très bien, hein, on sent très bien que dans votre initiative, il y a quand même une volonté forte de créer des passerelles concrètes entre l'Afrique et l'Europe. Quels sont aujourd'hui les grands enjeux de cette coopération, d'après vous? Ah, alors, il y a deux enjeux. Ah oui, Un enjeu économique, aussi bien pour l'Afrique que pour l'Europe, parce qu'il faut savoir que l'Afrique est notre voisin immédiat. On voit très bien en ce moment avec les empires, entre guillemets, qui sont en train de se dessiner. On a le côté atlantique, on a le côté pacifique, mais l'Afrique est le voisin de palier de l'Europe, avec juste la bien sûr. Méditerranée qui nous suit. Bon, que ce soit l'Afrique sahélienne ou l'Afrique subsaharienne. Et il est pas anormal que nos intérêts soient liés. Bon, par contre, il faut revoir un petit peu notre façon de travailler, puisqu'il y a un passé colonial, il y a un passé des fois douloureux, qu'il faut effacer. C'est pas qu'il ne faut pas en parler, il faut le passer aux oubliettes de l'histoire pour travailler
sur le futur. Car si on continue d'un côté et de l'autre à ressasser les mêmes choses, nous n'avancerons jamais parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire ah mais oui mais vous non c'est fini. Maintenant nous devons aussi bien en Europe qu'en Afrique regarder en disant voilà maintenant nous montons des partenariats mais des partenariats d'égal à égal. C'est vrai, il y a quand même, vous défendez quand même un modèle depuis plusieurs années quand même, hein, sur les partenariats durables et les PME entre la France et l'Afrique. Pourquoi est-ce aussi stratégique aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit très bien le président de la République française, Emmanuel Macron, après l'événement qui viennent de faire à Nairobi. Il y a une volonté de vouloir, non pas, je ne veux pas dire changer, mais d'avoir une coopération différente, une collaboration différente entre la France et l'Afrique, et aussi une très très grande volonté d'aller sur les pays anglophones africains. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous avez des liaisons sur les pays anglophones ou pas? Oui, alors moi, je ne sais pas ce qu'Alain en pense, parce que ça fait partie. Bon, comme dit Alain, la politique, c'est un peu moins. et, Oui, et, ça fait partie du développement. et ça fait partie du développement. Le technicien, c'est plutôt lui, hein. Donc, en fait, euh, pourquoi nous n'allons pas, nous, vers les pays anglophones? D'abord parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout, premièrement. Hein. Secondo, on a eu quand même quelques contentieux par des maladresses françaises ou européennes vis-à-vis de l'Afrique, Hmm. où nous n'avons pas été à la hauteur, où nous avons été arrogants, où nous avons mal perçu ce qu'ils désiraient. Nous avons beaucoup parlé et fait beaucoup de choses de travers. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut rattraper tout ça. Et puis aussi, ne nous leurrons pas. Nous, l'Afrique anglophone est une concurrente directe de l'Afrique francophone. Bien sûr. Donc, moi, je veux bien. C'est pas un ennemi, c'est pas un adversaire, mais ce sont des concurrents. Et ils D'accord. ont leur développement. Et c'est à nous de défendre l'Afrique francophone pour qu'elle ait son développement sans ostraciser l'Afrique anglophone, en ayant des coopérations avec elle. Mais Bien sûr. n'oublions pas, nous voyons bien ce qui se passe, par exemple, dans l'Est de la RDC. Nous avons là un conflit ouvert entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Le Rwanda, qui était francophone, a laissé la francophonie pour passer, disons, à la langue anglaise, officiellement. Bon, c'est quand même quelque chose de significatif. Ça veut dire que les Anglais essayent, ce qui est normal, de prendre des parts dans cette Afrique, et nous estimons qu'avant tout, ceux qui doivent prendre des parts dans cette Afrique, ce sont les Africains. Il faut quoi? Vous parlez plutôt d'une diplomatie économique de terrain, vraiment de terrain, avant de parler de régional ou entre États. Je vais Oui, essayer de compléter ce que dit Didier. Monsieur Fournier, Oui, oui. Alain Je Fournier, vais vous pensez quoi? essayer de compléter ce que dit Didier. Ouais. Je crois que le président Macron a utilisé un mot que j'ai apprécié dans son discours, dans le terme où il dit il faut co-construire. Ça dit bien ce que nous souhaitons faire. Alors effectivement, est-ce qu'il faut co-construire avec les anglophones, avec les francophones? De toute façon, les partenariats en Afrique centrale se feront par le business. Et la zone, la ZECAF, hein, qui est la zone économique spéciale de l'Afrique, c'est un atout et qui remonte jusque dans l'Afrique du Nord. Donc là, ça va favoriser les échanges tels qu'ils existaient, je dirais, il y a des centaines d'années. Alors, pour revenir à ce que disait Didier, on va faire une petite introduction quand même dans ce forum où on va essayer d'expliquer, non pas la genèse, parce que je pense que le fait de ce qui s'est passé depuis 1000 ans
On ne va pas le balayer en 5 minutes. Maintenant, il faut savoir que tous ces faits ont généré des cultures différentes. Et une culture, on va dire, je vais parler, là je vais me rester sur l'Afrique francophone, même si de l'autre côté c'est probablement vrai également, le fait qu'ils aient une culture qui est vénérée avec des choses qui viennent de leurs ancêtres. Hein. Le business marchait entre eux il y a 1000 ans. Parce qu'ils ont créé des royaumes, ils ont créé tout ça, et ben, je dirais qu'effectivement, les Européens ou les étrangers sont intervenus, ont imposé un certain nombre de choses, et entre la culture ancestrale et la culture, on va dire, moderne, il y a un pont, et nous, on va essayer d'imaginer ce pont, comment on peut le franchir pour réunir l'ensemble. Et si vous allez travailler en Afrique sans comprendre toutes ces choses-là, vous risquez fort de vous casser le nez. Et je ne parlerai pas là de politique du tout. Déjà, les Africains entre eux, quand ils sont venus en Europe et qu'ils rentrent chez eux, ils ont quelquefois du mal à se réintégrer dans la culture d'origine et ils sont repoussés par les Africains, ou alors ils en profitent, ou alors ben, ça ne marche pas. Et donc je crois que cette idée de co-construire, finalement, c'est grosso modo, le président Macron a dit ce que nous pensons. C'est quand Didier a dit qu'il fallait effectivement que les Africains se prennent en charge et qu'ils travaillent et que nous, on est là en support. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour aider, on est là pour co-construire. Et d'où l'intérêt, effectivement, d'avoir des sociétés en France qui soient balayées dans la partie agricole, qu'ils soient dans la santé. Il y a plein de choses à co-construire ensemble. Donc de l'équité, c'est tout simplement de l'équité dans l'équitable. Oui, mais là, dans l'équité, je me méfie toujours parce que nous, on est plutôt dans le développement durable où on met en même temps l'économie, l'environnement et bien entendu le sociétal ou le social pour faire plus simple dans le langage français. Et quand on met les trois ensemble, on fait du développement durable et ce développement durable, il est partagé. Et le développement équitable est un petit bout du développement durable. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous parlons d'agriculture responsable. Vous savez que là-bas, ils sont capables de faire des pesticides naturels, ils font des engrais naturels. Simplement, aujourd'hui, vous avez les Indiens qui viennent leur vendre tous leurs produits chimiques. Pourquoi? Parce que c'est plus simple d'acheter que de faire. Donc, il y a plein de choses qu'il faut arriver à modifier. On ne va pas d'un coup de baguette magique changer tout ça, mais l'essentiel, c'est vraiment déjà d'en parler, de trouver des solutions, de proposer des solutions. Bien entendu, un Fournier, et c'est pour ça que ce forum tombe très très bien, hein, le 22 mai. Il se passe où exactement? À Paris. À Paris, 18e, je crois. Hein. Dans le 18e, oui. Dans le 18e. D'accord. Donc cette journée, vous avez rassemblé quand même plusieurs thématiques assez fortes, voilà. Je dirais, dans l'économie, dans l'innovation, le développement territorial, l'environnement, inclusion, coopération internationale. Comment avez-vous construit ce programme? Je pense qu'il ne date pas d'hier, ce programme, quand même. Oui, non, mais je pense qu'Alain va être d'accord avec moi. C'est un programme qui n'est pas difficile à construire à partir du moment où nous sommes sur le terrain et où nous sommes cohérents. Ouais. Je veux prendre un exemple. En fait, aujourd'hui, savez-vous que ce soit le Congo ou la RDC ou le Cameroun ou d'autres pays, à peu près 70 à 80% des denrées alimentaires sont importées. Quand j'entends dire que l'Afrique risque de mourir de faim parce que le blé ne sort plus d'Ukraine ou d'ailleurs, alors oui, c'est vrai que les pays sahéliens sont plus sensibles aux crises économiques mondiales. Mais l'Afrique subsaharienne, qu'elle soit francophone ou qu'elle soit anglophone, elle a tout sur place. Au contraire, elle pourrait même nous nourrir. Donc, mais oui, elle a, et comme disait Alain, avec des engrais naturels, sans polluer la terre, parce qu'il y a des surfaces immenses. N'oublions pas que c'est un des réservoirs d'eau du monde, c'est un des réservoirs d'oxygène du monde. Donc, il y a tout
à faire et c'est pourquoi là aussi nous sommes très vigilants contre les sociétés qui voudraient imposer un certain nombre de choses comme les engrais chimiques ou ce que l'Europe aujourd'hui ou l'Occident rejette, on voudrait le refiler ce que nous ne voulons plus aux Africains. C'est quand même un petit peu fort de café. Donc, Alain va en parler peut-être mieux que moi, puisque lui est beaucoup plus avancé dans ce domaine. Il y a en ce moment en Afrique des gens qui travaillent sur des procédés de culture, de transformation pour faire du pain, pour faire des pâtes, pour remplacer ce que nous essayons de leur vendre. Alors évidemment, c'est sûr que les gros consortiums de blé ou les gens, les traders qui jouent sur les matières premières, ça ne va pas leur faire plaisir. Mais nous ne sommes pas là pour leur faire plaisir. À toi, là. Alors quels sont franchement les sujets majeurs économiques aujourd'hui? Quels sont ceux qui provoquent le plus d'intérêt chez les participants, tout ça, aussi bien dans les gouvernements que dans la société internationale, la société civile et internationale? Je vais compléter ce que dit Didier une fois de Parce que plus. le monde bouge beaucoup quand même actuellement. Il est peut-être même en phase finale du système, du nouveau système mondial. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quels Alors, sont je atouts ne majeurs? ferai pas l'apologie politique, je laisserai Didier Non, surtout s'occuper. pas. Mais non, non, mais moi, je n'aime pas tout ça. Moi, je suis un ancien industriel et donc je reste dans mes compétences propres. Alors du coup, on parle beaucoup de transition écologique, Oui, et ça, de développement durable. Vous c'est un travaillez sujet. notamment, exactement, vous travaillez notamment sur des modèles de gestion intégrée de déchets. D'après ce que j'ai entendu dans les couloirs, c'est vraiment un des premiers sujets qui vous touche. Et qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient tout ça? Je vais faire une réponse sur la partie. Il y a plusieurs, quand on parle de transition écologique ou de transition énergétique, là-bas, on parle de transition écologique. Là-bas, l'énergie, ça manque. Donc, c'est pas la peine d'aller faire des réserves d'énergie. Ils en ont plein partout, mais ils ne savent pas l'utiliser. Enfin, du moins, ils n'ont pas les moyens de la mettre en place. C'est un petit message que vous envoyez. Non, mais Kinshasa, c'est très simple. Hein. Vous avez des coupures de courant permanentes. Ouais. Des coupures. Vous pouvez rester une journée sans courant. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met un bloc, comment dire, un générateur, hein, un carburant. Voilà. Là, on pollue. Alors, sur la partie déchets, Kinshasa, je vais parler de Kinshasa parce que j'ai travaillé sur ce dossier et Didier y a travaillé il y a très longtemps également. Aujourd'hui, c'est 14 000 tonnes de déchets par jour non traités. 14 000 tonnes par jour pour 20 millions d'habitants à peu près. Donc c'est une ville hyper polluée. C'est quand même énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est là où le pouvoir politique fait appel souvent à des étrangers qui n'ont absolument aucune maîtrise de la situation. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bah oui, il faut recycler les plastiques, oui, il faut faire ci, oui. Mais quand vous avez une chaîne de valeur des déchets, d'abord, il faut éviter de les produire. Ça, c'est la base. La deuxième chose, c'est qu'il faut les collecter. Il faut les intermédier, c'est-à-dire on va avoir des petits stockages intermédiaires. Et derrière ça, il va falloir effectivement les traiter. Mais on ne va pas traiter que les plastiques, parce que les plastiques, c'est 25%. Le reste, ben, c'est des déchets organiques, c'est des déchets minéraux, c'est un tas de déchets. Et on a présenté au gouverneur de Kinshasa un projet complet sur ce sujet, puisqu'on a beaucoup Et alors? travaillé. On a fait un forum de 3 jours. Pour le moment, la Banque mondiale vient de leur donner, je crois, 250 millions, ou c'est en cours, pour traiter ça. Mais honnêtement, ça suffirait pour faire quelque chose de sensé, mais ils n'ont pas encore commencé à penser qu'il fallait d'abord les ramasser avant de les traiter. Donc, Eh oui. quand même, je vais être méchant, mais on est dans des pays où la corruption est endémique. Et donc, plus les investissements sont réduits, enfin, pas dans leur largeur, c'est-à-dire que si on leur dit qu'il faut mettre une usine de 200 millions,
bon, ben, il va y avoir de la corruption dessus. Si on commence à mettre plein de petites usines, la corruption est beaucoup plus difficile à capter. Alors, il n'y a pas de décentralisation ni de déconcentration. Ça veut dire que c'est le gouvernement central qui fait tout. Donc, alors, nous, on pense, et on l'a clairement évoqué, qu'il fallait déconcentrer au niveau des communes. Et bon, tout ça, c'est des. Tout ça, on va dire que. Est-ce que ça va être un sujet, là, le sujet de corruption est important. Est-ce que ça va être un sujet C'est pas le but. Non, non, c'est pas le but du sujet, parce que là, c'est un sujet qu'on maîtrise. On a tout donné, les modèles économiques, comment le faire, mais on peut l'aborder. Mais le but, d'abord, c'est de donner à manger aux gens. Oui, bien sûr. La première, les soigner. Et donc là, on a aussi des spécificités qu'on veut développer. C'est de travailler sur de rapprocher la pharmacopée locale de la médecine moderne, créer un centre type hôpital. Donc ça, c'est la santé. Et j'espère que la médecin, elle pourra venir ou elle le fera. Je voulais qu'elle fasse une photographie d'un hôpital à Kinshasa. Parce qu'elle le vit quotidiennement. Quand vous allez là-bas, bah oui, on vous dit il faut faire ci, il faut faire ça, mais vous vous rendez compte que y a pas, tous les médecins ne sont pas mauvais. Ouais, La santé en Afrique n'est pas mauvaise, simplement ils n'ont pas de matos. Et quand vous avez un bon matériel et pas de courant, vous faites comment? exactement. Donc il y a un tas de petits des problèmes. C'est un problème de fond qu'on souhaite nous mettre en avant et apporter des solutions à notre niveau. D'organisation. Oui, tout à fait. Donc Didier Renaud, pour vous, quels sont les secteurs qui représentent aujourd'hui les plus fortes opportunités sur la coopération entre l'Afrique, l'Europe, la France? Alors, tous les secteurs que vient d'évoquer Alain, c'est d'abord un problème d'organisation. Vous avez peut-être un domaine beaucoup plus précis, peut-être? Alors, la santé, Bon, moi, je repose la question. ouais, la santé, je pense que il y a effectivement, parce qu'il y a d'excellents médecins. Alors, on a des médecins aussi qui ont eu la chance, par exemple, d'exercer en France pendant un certain nombre d'années. Je pense à un médecin qui a été mon médecin, hein, qui aujourd'hui euh, propriétaire et dirige une clinique à Kinshasa. Hein. Et il y a d'autres médecins que je connais qui ont fait des tentatives pour réunir des médecins français et avec des médecins congolais. Malheureusement, ces tentatives se sont souvent soldées par, on ne va pas dire des échecs, mais par un flop, parce que les Congolais, comme on dit, et comme disait Alain, la corruption faisant des ravages, les Français, d'un seul coup, les médecins français qui y allaient bénévolement, hein, se sont retirés parce qu'ils ne peuvent pas jouer ces cartes-là. Donc, il y a un problème d'organisation, de suivi. Et là, sur le plan de la santé, nous avons vraiment des gens au Congo qui sont des gens formidables, et nous allons essayer justement de nouer des liens techniques et humains avec ces gens pour pouvoir faire fonctionner la santé autrement et leur apporter ce que nous pouvons leur apporter. Et je pense que ça peut très bien fonctionner. Ça, c'est sur la médecine. Alors là, par exemple, vous aurez 2-3 médecins, plus un médecin biologiste qui est congolais de Pointe-Noire, mais qui travaille à Bordeaux, mais qui a longtemps professé au Congo. Vous aurez des médecins congolais, et puis vous aurez des médecins congolais aussi, ou autres, mais qui travaillent en France, par exemple, ou qui travaillent dans les deux pays. Donc, nous allons pouvoir faire vraiment confronter des idées pour pouvoir déboucher sur quelque chose de constructif. Et comme disait Alain, il y a toute la potentialité de la pharmacopée africaine qui peut être travaillée de façon à apporter, disons, un plus à la médecine curative occidentale. D'accord, d'accord.
Alors ça, C'est vrai. c'est le après C'est l'agriculture. vrai, c'est vrai, Didier, je vous coupe, mais c'est vrai que j'entends beaucoup dire les patrons de sociétés, de PME, ou même des grandes sociétés, bah, que, ils ont quand même, ils hésitent encore, hein, pour aller développer leur société Mais sur le continent africain, que ce soit je les comprends, francophone ou, je les comprends. Alors, mais, justement, alors, notre dans ce rôle, cas-là, c'est si vous les comprenez, au niveau de l'attaque, quel conseil vous leur donnez? Parce que c'est important. Vous connaissez très très bien le côté francophone de l'Afrique et au niveau des PME, même des TPE. Quel conseil vous leur donnez finalement? alors, si vous voulez, déjà, Faut qu'ils, quand là, une PME, faut qu'ils viennent le 29 mai, c'est ça? voilà, quand une PME veut aller en Afrique, faut déjà qu'elle ait, si vous voulez, une idée de ce qu'elle veut proposer, de ce qu'elle veut faire. Parce que Mhm. vous n'allez pas vendre des boulons à des gens qui n'ont pas besoin de boulons, hein, voilà. Donc, il faut que ces sociétés, qui sont souvent des sociétés qui peuvent apporter une technologie, je pense par exemple à toutes les sociétés de l'ouest de la France, où vous avez beaucoup de sociétés, notamment en Bretagne ou en Vendée, etc., spécialisées dans la transformation. Ces sociétés peuvent vraiment amener leur technicité en Afrique et peuvent faire des partenariats gagnant-gagnant pour que les produits africains soient transformés là-bas sur place et après soient diffusés d'abord dans les pays, parce que je crois beaucoup au contact interafricain, et puis ensuite, pourquoi pas, à l'exportation même. C'est tout le travail sur lequel se penche Alain, sur l'exportation vers l'Europe ou vers d'autres pays non européens. D'accord. Donc, Voilà. Mais modèle. ça, je vais laisser parler Alain parce que c'est son truc. Non, mais Non, non, justement, mais donc, ça, qu'est-ce qu'il je faut vais, je, pour, moi, je vais répondre comme disait Didier. Quand on veut faire quoi que ce soit, d'abord, il faut un projet. Sans projet, on n'y va pas. Moi, je le résume à un projet global. Une PME qui veut aller en Afrique, ben, faut qu'elle sache pourquoi elle veut y aller. Il ne faut pas qu'elle se dise, je vais aller gagner beaucoup d'argent en Afrique, parce que tous les gens qui font de l'exportation en général ou de la concertation ou qui veulent travailler dans un pays, ne commencent pas déjà par s'implanter. D'abord, ils doivent nouer des partenariats locaux et c'est en ça où la DAC peut les accompagner à trouver les bonnes personnes, ou du moins les moins mauvaises, pour démarrer quelque chose. Ça, c'est vraiment le travail de la DAC, d'une forme de mise en relation et de mise en garde. Hein, parce que je connais beaucoup de gens qui veulent y aller, ils y vont tout seuls, on leur a fait miroiter que l'Afrique, c'était l'Eldorado, et ils arrivent là-bas, ils repartent un an après ou 2 ans après, très, très, très mal. Et donc, il faut vraiment avoir une c'est vrai notion que chaque pays est C'est vrai qu'il faut différent. le connaître, hein. Oui, oui, tout à Oui, fait, hein. Même chaque vice pays versa. a c'est ça. Donc Vice ça, c'est versa. vraiment la première chose. La deuxième chose, j'évoquais tout à l'heure, on va dire, des produits, des pesticides qui sont fabriqués avec de l'agriculture. C'est-à-dire que d'un côté, on peut cultiver des produits pour manger, et puis on peut cultiver des produits pour faire des pesticides. C'est à base de piments, il y a toutes des formules qu'ils ont développées eux-mêmes. Ça, c'est des formules ancestrales. Eh bien, ces formules ancestrales fonctionnent. Ici, quand on voit toutes les interdictions qu'ont les agriculteurs en France, quand on voit les accords qui vont se faire à niveau du Mercosur, qui sont en train de se faire, avec des règlements qui sont différents, eh bien, c'est une façon comme une autre, je dirais, de faire des échanges gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les Africains peuvent apporter une certaine expérience de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vécu. J'ai découvert là-bas il y avait du café, il y a de l'arabica, il y a du robusta, et j'ai découvert qu'il y avait un troisième café qui n'était ni l'un ni l'autre dans le Congo central. Euh, Bien entendu. donc, il y a des tas de choses, des échanges, mais d'abord, il faut se dire, un, je veux développer mon business, deux, je veux trouver des solutions pour mon entreprise et en partenariat avec une autre entreprise là-bas. Et globalement, c'est pas en restant chez soi qu'on va réussir à s'en sortir. Il faut qu'une société puisse se développer à l'exportation ou à Bien sûr. l'importation, mais c'est de l'import-export.
Et j'ai donné un cours une fois sur ce sujet aux gens de la plasturgie à l'époque, qui voulaient aller ailleurs, mais ils ne comprennent pas qu'on n'arrive pas Et dans un pays. qui puissent être épaulés dans leur projet. Il faut qu'on les guide. On n'est pas là pour faire à leur place, mais on doit leur donner les bonnes indications, les bons partenariats, surtout ils arrivent quand même dans des pays qui sont culturellement très différents de nous. Et il ne faut pas se dire, moi je suis européen, je suis meilleur qu'eux, parce qu'ils ont des endroits où ils sont bien meilleurs que nous. Mais c'est un échange. Et la DAC est là pour ça, essayer d'apporter quelque chose de différent. Par exemple, moi j'ai vu beaucoup de gens qui vont là-bas, ils font des grands forums, des choses comme ça, ils réunissent des entreprises locales et on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, soit ça repart parce que ça n'a pas marché, soit rien ne se fait. Et c'est malheureusement le côté, vous savez, quand vous n'êtes pas satisfait, vous allez raconter partout que ça n'a pas marché. Alors que finalement, la voie qui a été choisie n'était pas la bonne au départ. Exactement, exactement. Donc c'est vrai que. Mais au-delà de tout ça, Didier Renaud, vous êtes président de la DAC. Au-delà des projets économiques, il y a tout d'abord l'enjeu humain, l'emploi, la jeunesse, les formations. Quelle place occupe cette dimension dans vos démarches au niveau de la DAC? Alors, elle est indissociable. Elle est indissociable parce que, et c'est là aussi où nous pouvons apporter pas mal de choses. Nous nous apercevons que en Afrique, malheureusement, vous avez d'excellents cerveaux qui s'exportent, qui ne reviennent pas en Afrique, hein, qui vont travailler ailleurs parce que pour gagner de l'argent, parce que sinon ils seront sous-payés dans leur pays d'origine. Mais vous n'avez pas de techniciens, vous n'avez pas de main-d'œuvre qualifiée. C'est l'horreur absolue quand moi, alors je suis quelqu'un du BTP et j'ai fait 30 ans d'aménagement des territoires avec un cabinet privé qui a été le mien. J'ai vu des choses qui m'horrifiaient sur le plan de la conception, sur le plan de l'urbanisation, sur le plan de l'organisation des infrastructures. C'est absolument affreux. Et souvent, les gens qui vont là-bas, ils vont avec des idées préconçues. Or, la première chose vous savez, je vais vous raconter quelque chose qui est un peu vulgaire. Quand je suis arrivé la première fois à Kinshasa, j'étais accompagné par quelqu'un proche du pouvoir à ce moment-là et qui m'a dit, quand j'ai posé les pieds là-bas, tu regardes, tu écoutes et tu fermes ta gueule. Et si vous voulez, ça, ça voulait, c'était un petit peu abrupt, j'en conviens, mais ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que tu n'arrives pas avec c'est moi l'Européen, j'arrive, non. Tu regardes, tu sens, tu écoutes, tu soupèses, et après tu réfléchis, et après tu peux parler de certaines choses. Et c'est vrai que malheureusement, beaucoup de nos concitoyens européens ou français sont allés là-bas en disant nous savons tout, nous sommes les sachants, on va vous montrer comment. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Quand on parle quand Alain, comme le président de la République, alors on va dire président de la République et Alain, parce que c'est quand même pas, parle de co-construction, c'est tout à fait ça. Nous sommes là pour construire ensemble et l'un et l'autre, nous avons plein de choses à nous apporter. Et c'est ça qui est important. Et la DAC a ça vraiment dans son ADN. Hein, nous ne sommes pas là pour aider, pour donner des leçons. Nous sommes là pour co-construire avec les bonnes volontés qu'il y a sur place. Tout à fait. Alors justement, vous parlez beaucoup de territoire, de local. Comment
Alain ou Didier, comment éviter justement que les coopérations internationales ou internationales restent uniquement institutionnelles? Comment intéresser justement, je vais dire, la diplomatie commerciale, culturelle ou sociale même, de la société civile? Comment on peut mélanger tout ça finalement? Je peux répondre sur un projet qu'on a démarré, parce Ouais. que je suis aussi très, très attaché aux variations climatiques, dont l'Afrique sera sensible à cause de ces variations-là. On le croit ou on ne les croit pas. Certains présidents internationaux disent que ça n'existe pas. Moi, je suis convaincu que les variations du climat vont engendrer un certain nombre de problèmes à terme. Et donc, on a travaillé sur un projet qu'on avait appelé à l'époque 1 milliard d'arbres. On a voulu euh, travailler avec les communautés locales sur ce projet. Or, on va dire là, une fois de plus, les politiques nous ont un petit peu coupé l'herbe sur pied. Tous croyaient qu'on voulait juste planter des arbres. Or, ils n'ont pas compris qu'en réalité, c'était un vrai projet social. Alors, on l'a renouvelé. Pourquoi c'est un projet social? Parce que pour que les gens arrêtent de couper des arbres, ben, il faut leur Hein, trouver une solution autre. Donc, ça veut dire que là, il fallait travailler avec les communautés rurales essentiellement et même locales. Et il fallait leur apporter de quoi faire de l'agriculture, non pas sur brûlis, mais une agriculture autre. Il fallait leur trouver des micro-activités liées sur la chaîne de valeur de ce qu'ils produisaient, etc., etc. Ça, c'était vraiment le fond du projet. Et ce fond du projet était financé pardon, par des crédits carbone. Et donc tout ce d'accord. projet-là, on l'a mené pendant plusieurs années avec un ami à moi avec qui je travaille là-bas. Euh, et on l'a transformé il y a peu de temps. Et d'ailleurs, on l'évoquera dans les projets, dans les financements spéciaux, où il a été décidé de créer ce qu'on appelle des crypto-actifs tangibles adossés à une ressource naturelle. Et donc l'idée, c'est effectivement de générer, là, la première sera adossée à l'or, parce que là-bas, il y en a quand même beaucoup, les sous-sols sont très riches, et le fait de l'adosser à l'or, ça veut dire qu'au lieu d'acheter un bitcoin qui est Bien adossé sûr. à rien, là, vous allez acheter un token qui sera adossé, qui aura une valeur sur du sous-sol ou sur une ressource naturelle. Et donc, à partir de là, il y a une partie des bénéfices qui seront réinvestis dans les communautés locales. Et donc, à chaque fois, l'emploi est une conséquence de ce qu'on fait. C'est pas, on ne va pas quelque part en disant on va créer de l'emploi. Non. Si le projet est bien mené, il est créateur d'emplois. J'ai rencontré il y a quelques années le ministre, parce que là-bas, au Congo, il n'y a pas de classe moyenne. Et il était ministre des PME et des classes moyennes. Alors, me suis permis de lui dire, vous êtes ministre d'une classe qui n'existe pas. Ça lui a pas plu. Mais, Ça a dû lui faire plaisir. non, ça lui a pas fait plaisir. Mais on ne peut pas être ministre d'une classe qui n'existe pas. C'était l'intitulé de son titre. Donc je lui ai dit, la vraie question que vous devez vous poser, c'est comment vous allez générer une classe moyenne. Il n'y avait pas pensé. C'est tout. Donc voilà, c'est des petites choses. Alors c'est pour que vous avez compris que je ne fais pas de politique parce que j'ai une langue qui quelquefois va un peu trop loin par rapport à ce qu'on devrait dire. Oui, oui, Mais qui ça, devient un peu politicienne aussi, mais bon. à partir du moment où vous dites à quelqu'un que ce qu'il fait n'est Bah, pas bien, exactement. c'est un homme politique, il n'aime pas parce qu'il est Bah, bien persuadé sûr, bien sûr. de détenir la vérité. Bah, tout à Alors, fait. On arrive sur nos dernières questions au niveau de cette émission qui malheureusement passe très vite. Au niveau de vos prochains événements, quelle portée vous avez l'intention de faire au niveau des prochains forums ou conférences même? je vais Alors, commencer à répondre et Didier va me retenir parce que moi j'ai une vision, c'est que ce qu'on vit cette année, il faut avouer qu'on a eu un petit peu de soucis logistiques. Donc, on a été obligé de faire ça, on va dire, comme on dit chez nous, un petit peu à l'arrache. Donc, dès qu'on finit sur le premier, on va se réinscrire pour en faire un second l'année prochaine. Donc ça, c'est D'accord. vraiment quelque chose, on a discuté, je ne suis pas en train de dire quelque chose de nouveau, on en a parlé avec Didier. Ça, c'est la première chose. Après, il faut qu'on crée des micro-événements, on va dire, au long de l'année. Hein. Et Mhm. là-dessus, on a des idées, mais on va déjà laisser passer le forum pour regarder comment les choses évoluent.
Et puis, on est en train de créer un genre de comité pour que les jeunes nous relèvent un petit peu, parce que vous avez bien vu que Didier et moi, on n'est pas de première jeunesse. Ça se voit quand on parle, et puis même Si, non, visuellement non, aussi. mais ça se voit pas du tout parce que vous avez tellement une volonté incroyable que ça ne se voit pas. Mais, mais au niveau de, justement, de l'avenir, quel type de partenaires ou d'acteurs souhaitez-vous mobiliser, Alain Ah et bah, Didier? ça, si vous voulez, il faut être pragmatique dans ce domaine, hein. À partir du moment où des gens auront compris ce que nous souhaitons, ce que nous portons, hein, Ouais, ouais. ils sont ceux qui nous rejoindront en respectant l'éthique qui est l'ADN de départ de l'ADAC et de Mmh. nos combats respectifs, que ça soit Alain ou moi, parce que nous nous sommes rencontrés il y a pas mal de temps avec Alain à Lyon, et il y a quelques bonnes années maintenant, hein, Hum, et tout de suite, ben, on peut dire que nous avons parlé le même langage, en fait. Et nous sommes vraiment tournés vers toutes les ouvertures possibles, c'est-à-dire que nous n'ostracisons personne à partir du moment où ils viennent avec des idées qui sont communes à ce que, à notre vision, enfin à notre vision. Et nous espérons beaucoup sur les jeunes parce que effectivement, nous commençons à nous entourer de plus en plus de jeunes et nous trouvons chez eux une volonté et un discours différent des vieux barbons que nous entendons trop souvent, si vous voulez. Et donc, oui, là, c'est pas très politique ce que je dis, Alain, hein. Mais ces jeunes, d'abord, ils sont doués aux technologies nouvelles, ils ont une idée et ils ont un profond respect de l'environnement et de la personne humaine. Et ça, si vous voulez, c'est quand même des atouts très, très prédominants chez nous. Voilà. Alors, Bien. nous sommes ouverts à toutes les possibilités d'accords, de partenariats, y compris avec des puissances étrangères, hein, qui, à partir du moment où ils respectent notre éthique et à partir du moment où ils jouent le jeu. S'ils ne jouent pas le Bien jeu, sûr. c'est pas la peine. Bien sûr. Bah, écoutez, moi, je vous remercie tous les deux d'avoir passé à peu près 1 heure d'émission. Ça passe très très vite. merci. On a bien échangé. Je trouve ça, à chaque fois, je trouve ça dommage parce que le temps passe très très vite. Mais je serai, je pense, là, le 22 mai, dans votre forum, ou peut-être un live. Peut-être. On verra si tout se fait, si tout se passe bien au niveau technique. Mais en tout cas, merci à tous les deux Merci beaucoup. d'avoir fait cette émission avec moi. Et puis bah, je vous dis au 22 mai à tous. Merci de Merci nous beaucoup. avoir suivis attentivement et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.